Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Au micro, Catherine Philippe, associée blockchain et crypto. Aujourd'hui, 21 octobre, j'ai intitulé cette chronique « Les banques et la crypto, où en est-on ?» Les actifs numériques sont en passe de devenir une classe d'actifs à part entière. Les trésoriers de grands groupes, asset managers, les particuliers, tous désormais surveillent de très près ces nouveaux marchés devenus trop volumineux pour être ignorés, avec plus de 200 millions d'utilisateurs et 2 trillions de dollars de capitalisation. C'est pourquoi le comité de Bâle a lancé récemment une consultation sur le traitement prudentiel des actifs numériques au sein des établissements bancaires. C'est un peu la fin du Far West. Sur ces ondes, nous avions déjà évoqué le statut PSAN pour prestataire de services sur actifs numériques, un statut créé pour permettre l'enregistrement des acteurs auprès de l'autorité des marchés financiers. Eh bien, la Caisse des dépôts vient d'être enregistrée comme PSAN pour l'activité de conservation des actifs numériques. Le comité de Bâle, je vous le disais, a également consulté il y a peu les banques sur le traitement prudentiel des actifs numériques. Il les a classés en 3 catégories. Première catégorie, les actifs traditionnels tokenisés. Ce sont des actions ou des obligations enregistrées sur ce que l'on appelle des dispositifs d'enregistrement électronique partagés. En clair, sur des blockchains. La deuxième catégorie, ce sont les actifs numériques collatéralisés. On a parlé déjà des stablecoins adossés à une monnaie ou à un actif. Et la dernière catégorie regroupe les autres actifs numériques, tout le reste. Il faut noter que cette consultation exclut de son périmètre le sujet des monnaies digitales de banque centrale. Cette question n'est pas encore assez mature, notamment en Europe, pour être évoquée. La réglementation croissante rassure les investisseurs et favorise l'adoption par le plus grand nombre de cette nouvelle classe d'actifs. Les monnaies digitales de banque centrale, maintenant. Dans ce domaine, les politiques publiques sont très hétérogènes. La Banque centrale chinoise est pionnière sur le marché des monnaies numériques de banque centrale avec le Digital Yuan, qui devrait être lancé lors des prochains Jeux olympiques d'hiver à Tokyo. La Fed aux USA et la BCE en Europe ont également lancé des projets plus récents dans ce domaine. Mais la route vers le développement des MNBC sera longue et tortueuse. Elle bouscule notamment les rapports de force entre banques centrales et banques commerciales. C'est une des raisons pour laquelle, de façon très pragmatique, les États-Unis militent pour le développement d'un écosystème autour des stablecoins dollars, dans le souci, vous l'aurez compris, de préserver la souveraineté du dollar. Et Bitcoin dans tout ça, puisque Bitcoin a ce site particulier qu'il est à la fois un actif et un moyen de paiement. L'annonce début septembre du Salvador d'accepter Bitcoin comme moyen de paiement a fait souffler une brise d'inquiétude sur les trésoreries de grands groupes internationaux. En effet, peu de directions financières sont prêtes à recevoir, à comptabiliser et à sécuriser ces nouveaux moyens de paiement. Certes, certains grands groupes ont déjà diversifié leur portefeuille avec ce type d'actifs. On peut donner l'exemple de MicroStrategy ou de Tesla, mais il reste encore minoritaire. Pourtant, Bank of America a publié récemment une étude qui met en évidence l'intérêt croissant des sociétés du S&P 500 pour les actifs numériques. J'en viens maintenant au cœur de ma chronique. Du côté des banques, ce qui est intéressant actuellement, c'est d'observer le rapprochement entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Société Générale et sa filiale Forge ont réalisé notamment un prêt en DAI, un stablecoin basé sur le dollar américain, garanti par des obligations tokenisées émises en 2020. Cette opération, c'est la première hybridation entre des produits financiers traditionnels et de la finance décentralisée. Cela peut en étonner certains, mais c'est bien une banque française qui est à l'origine de cette initiative historique. Enfin, on peut aussi noter que ce mardi 19 octobre 2021 marque la cotation d'un premier fonds indiciel sur Bitcoin autorisé par la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Malgré ces succès, des obstacles persistent. Le premier, c'est le sujet de la consommation énergétique.
Même si des réflexions commencent à porter leurs fruits avec une migration progressive vers des protocoles moins énergivores et l'utilisation d'énergies renouvelables, cela reste encore une des principales critiques formulées à l'égard de Bitcoin notamment. Plus généralement, je dirais qu'il est nécessaire de s'interroger sur l'empreinte numérique des services financiers. C'est un débat incontournable dans un contexte où le secteur bancaire engage sa transition ESG. Le deuxième obstacle est réputationnel. Les cryptos sont soupçonnés depuis longtemps de financer le terrorisme. Toutefois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les rapports de sociétés spécialisées, on est passé en 2012 de 35% de transactions illicites à 2% en 2019 et 1% en 2020. Et cela continue de baisser. Cette baisse est due notamment à une réglementation plus exigeante en matière d'identification des contreparties et également aux outils d'analyse et de surveillance qui tracent les flux ayant transité par des adresses ou des portefeuilles blacklistés. En revanche, ce qu'on ne perçoit pas suffisamment, à mon avis, c'est la capacité de ces technologies à révolutionner le suivi des transactions et à optimiser la lutte contre le blanchiment, qui est un des principaux enjeux de l'industrie bancaire. De plus, à trop se focaliser sur les risques d'hier, on peut regretter que les risques actuels ne soient pas assez pris en compte, notamment le risque cyber, car la multiplication des smart contracts nécessaires à l'automatisation et la programmation est un des risques majeurs de ces nouveaux produits financiers. Pour conclure, rien ne résume mieux les cryptos et la finance décentralisée que les mots du président de la SEC. La transformation que nous vivons actuellement, c'est l'Internet de la banque. En effet, en y prêtant attention, on retrouve des similitudes. La mauvaise réputation des premiers réseaux, le manque de cas d'usage initial que l'on trouvait au début d'Internet, l'émergence de nouveaux acteurs de taille de plus en plus significative, les bulles successives, et puis ensuite le succès planétaire. Eureka, une émission de Radio KPMG.